Nous sommes fin 1980 au Canada pour le dernier Grand Prix d'une saison fraîchement disputée de Formule 1. Après une course épique qui a vu de nombreux changements de leader et donc de possibles champions du monde à l'issue de la saison, un seul nom se profile, le Canadien Gilles Villeneuve, couronné à domicile devant son public. Quoi, vous en rappelez pas? Bon, logique, parce que cet événement ne s'est jamais vraiment produit. Beaucoup l'avaient souhaité, croyez-moi, et l'auteur le premier. Auteur qui répond au nom de Jean Graton. En effet, cette image est une case du 38e album de la BD Michel Vaillant, intitulé Steve Warson contre Michel Vaillant, et elle n'est que le haut d'un sacré iceberg. Si cette BD est un petit peu vieille pour ma génération, étant donné que le dernier album est sorti dans les années 2000, elle a marqué celle de mes grands-parents et même de mes parents, mon père notamment l'ayant lu dans sa prime jeunesse, selon lui. Moi, je l'ai lu parce que mon pote Seven, qui se reconnaîtra, me l'a recommandé parce que je monologuais encore et toujours sur la F1 dans notre serveur Discord. Il m'avait promis Jackie X dans la fictive écurie vaillante et des albums avec Alain Prost au premier plan, il fallait que je m'y intéresse. Et je m'y suis intéressé, ça je peux vous le dire. Alors aujourd'hui, on va pas parler de vrai F1, mais de la vision réaliste, quoique parfois un peu perché, de Jean Graton, une vision dont il nous a parlé au cours de 70 albums sur plus de 4 décennies. Bon, vision réaliste à géométrie variable, mais ça reste mieux que le film F1 sorti en 2025. Bienvenue dans Formula One, votre émission qui aborde les sujets un peu niche de la Formule 1, et parfois de trucs plus réels. Je soupçonne que pas tout le monde ait lu Michel Vaillant, alors permettez-moi de vous éclairer un peu sur cette BD au lore touffu. Comme son titre l'indique, l'œuvre se centre sur les aventures d'un pilote automobile français nommé Michel Vaillant. Michel a un frère aîné appelé Jean-Pierre, qui lui est ingénieur, même s'il a aussi pu piloter par le passé, et tous les deux travaillent pour le compte de la marque automobile Vaillante, fondée par leur père Henri. On voit aussi très occasionnellement les transports Benjamin Vaillant, fondés et gérés par le frère de Henri, du même patronyme, Benjamin. Waouh, compliqué. Vaillant est présente dans de nombreuses catégories de compétition automobile, au point où ça devient un running gag au bout d'un moment, mais deux se distinguent au sein de la BD, la Formule 1 d'un côté et l'endurance de l'autre. La majorité des albums mettent en avant les grands prix de Formule 1, et aussi des fois la Formule 2, comme dans Les Jeunes Loups, tandis que d'autres se passent dans les courses d'endurance, et en particulier les 24 heures du Mans. Oh ouais, ça des albums aux 24 heures du Mans, ça manque pas. Et des fois, il y a aussi d'autres trucs, genre la NASCAR, la moto, le rallye. D'ailleurs, à la fin, il y a beaucoup de rallye en parlant de ça, mais ça reste essentiellement de la F1 et de l'endu quand même. Les albums sont, sauf exception, des histoires séparées pouvant se lire Les albums sont, sauf exception, des histoires séparées pouvant se lire individuellement, mais elles font bien plus sens si elles sont lues dans l'ordre chronologique de parution. En effet, la BD a quelques lignes narratives déroulées au fil de plusieurs albums, qui, à leur tour, forment des arcs regroupant plusieurs histoires. C'est notamment le cas autour de l'écurie Leader, un rival d'origine tibétaine, ouais, cherchez pas, c'est compliqué, un rival de Vaillant, donc, introduit très tôt dans la BD, et dont la menace continue de planer sur le clan Vaillant pendant la majorité des albums. Et après ils disparaissent, mais ça aussi c'est notre histoire. Parmi les personnages principaux, en plus de la famille Vaillant, on retrouve aussi le boyfriend de Michel, l'américain Steve Warson, qui concourt pas mal aux 500 miles d'Indianapolis, parfois en solo, et parfois en couple. Il y en a d'autres, comme les pilotes d'endurance Yves Douléac et Gabriel Spangenberg, alias mes petits champions, mes gottes, mes chouchous, mes amours, moi. Mais comme on se concentre sur la F1, j'ai pas beaucoup de raisons de vous les présenter. Masse. On a malheureusement pas le temps de présenter tout le monde dans cette vidéo, et certainement pas dans cette intro, donc j'introduirai qu'il faut au moment venu. En tout cas, maintenant que vous avez les bases, les extrêmes bases, on va pouvoir revenir à l'histoire que je citais dans l'intro. Je suis sûr que vous vous demandez comment on a pu en arriver là. L'album 38 de Michel Vaillant, Steve Warson contre Michel Vaillant, continue en fait un arc narratif débuté dans l'album 34, appelé KO pour Steve Warson, où après avoir revu sa love interest du moment Ruth, Steve apprend qu'elle est en fait la nouvelle leader parce que c'est elle la fille du leader originel. Le lore. Entre deux, Steve a donc abandonné Vaillant, ce qui a foutu le giga-seum à Jean-Pierre, qui a dû essayer de remplacer Steve d'une façon ou d'une autre. C'est d'ailleurs le sujet principal du 35e album, Le Galérien. Enfin, dans l'album 37,
Michel retrouve Steve au rallye des 1000 pistes, un rallye très connu dans le sud de la France, sous un pseudonyme pas exactement subtil, on va dire. Il le convainc de revenir en F1 avec Vaillant, surtout que le JP compte entrer en lice une 3ème Vaillante pour la saison à venir, mais JP refuse, disant qu'il a déjà un pilote pour cette 3ème voiture en la personne de l'américain Indy Wood. Enfin, des fois c'est aussi le belge Pierre Dieudonné, qui est un mec qui a vraiment existé, mais pas dans ce cas-là. Si je n'ai pas mentionné l'album 36, Un pilote a disparu, ce n'est pas parce que ce n'est pas le pic de la fiction, parce que tous mes potes savent que c'est Peak Fiction, mais c'est parce qu'il n'a rien à voir avec ses lignes narratives. On y voit juste Rousse dire vite fait que c'est pas où Steve il est et ce qu'il devient, et il y a Jean-Pierre qui a le gigasum quand on mentionne Steve, et puis un kidnapping aussi, mais c'est surtout Michel qui fait de l'avion pendant les 24 heures du Mans. On en parlera un autre jour, vous en faites pas, il y a beaucoup de choses à dire sur celui-là. Le titre de l'album nous promet un affrontement sur la piste entre Michel et Steve, et pourtant, quand l'album commence, Michel et ses coéquipiers se retrouvent à se demander où est passé le loustic. La question tarote tellement Michel qu'il en manque de faire attention aux 24 heures de Spa, où il est pourtant pour voir ses camarades disputer le championnat d'endurance pour la boîte familiale. Pire encore, même en F1, il ne le voit pas, personne ne le voit en fait. L'un de ses coéquipiers, son numéro 2 pour être exact, suppose que c'est une espèce de provocation, de technique d'intimidation, ou une espèce de jeu d'échecs à 4 dimensions, mais pour Michel, qui connaît Steve mieux que sa poche, eh bien il ne ferait jamais ça. Bon bref, on n'est pas plus avancé. Pendant la majorité de la saison, Michel se retrouve donc à surtout affronter les Ferrari et les Renault, et aussi Jacques Lafitte, qui apparemment n'a pas de coéquipier. En réalité, et malgré le fait qu'elle soit championne du monde en titre constructeur comme pilote, les Ferrari étaient incroyablement mauvaises en 1980. C'est un scandale à quel point leur monoplace puait la mort, vraiment. Elle manquait mortellement d'adhérence et le châssis était peut-être le pire des qualifiés en Big 1980. Résultat, que ce soit Jody Scheckter ou Gilles Villeneuve, ils n'arrivent pas à faire ne serait-ce qu'un podium, et Scheckter prendra même sa retraite des sports mécaniques après cette saison, abandonnant ainsi son baquet, puis, après la saison 81, sa présidence du GPDA. On a déjà parlé de qui a hérité de cette présidence dans un autre épisode. Pendant ce temps, Jacques Lafitte devrait vraiment avoir un coéquipier, mais on en parlera après de pourquoi je soupçonne qu'il n'y a qu'une seule Ligier en compétition dans cet album. Comme d'habitude dans un album de Michel Vaillant, c'est serré toute la saison entre Mich Mich et son adversaire du jour. En l'occurrence, cet album-ci, c'est son meilleur copain, c'est Gilles Villeneuve. Oui, ce Gilles Villeneuve, c'est pas une erreur, c'est pas un sosie, c'est le véritable petit Canadien, ou peu importe c'est quoi le dernier surnom à la mode pour ce mec, j'avoue que j'ai raté de suivre. Jean Graton était en effet pote avec un paquet de pilotes, le plus notoire étant l'immense Jackie X, et Villeneuve était un des plus notoires au moment où Graton a fait l'album, donc c'est lui qui est le grand copain de Michel cette fois. Ça sera pas la dernière fois qu'on verra ça dans cette vidéo, croyez-moi. A noter que dans cette timeline, Ferrari ne sont pas champions du monde en titre en 80. On voit que Scheckter a la numéro 11 et Villeneuve la numéro 12, soit les numéros qu'elles avaient en 1979, l'année où là ils ont eu le titre. C'est très certainement parce que ce sont les Vaillantes qui ont ces numéros, et en particulier Michel a le numéro 1, étant champion du monde en titre, comme dans la moitié des albums de Michel Vaillant quand j'y pense. En tout cas, il me semble qu'on est en 1980, une histoire de look de monoplace, entre autres. À l'issue d'un magnifique GP des Pays-Bas, où Michel a pu glaner une importante victoire, notamment avec l'aide de son numéro 2 officiel, qui s'est interposé entre Villeneuve et lui, le véritable journaliste Gérard Combrac, alors directeur de publication du magazine Sport Auto, non, je vous jure, c'est écrit sur la case, vient informer Michel d'une terrible rumeur, qui à son tour en informe JP, et elle ne plaît à aucun de deux, même s'il s'y attendait un petit peu. Cette rumeur se confirme à la course suivante, l'avant-dernier round de la saison au Grand Prix d'Italie. Il y a en effet une 3ème Ferrari en piste, et elle est pilotée par nul autre que Steve Warson. C'est l'effervescence dans les paddocks, mais nous... Bon bah on a lu la couverture, on s'y attendait un petit peu. Il serait temps que je parle de ces histoires de 3ème voiture d'ailleurs. Il fut un temps où c'était courant pour les écuries de pouvoir aligner autant de voitures qu'elles pouvaient se permettre et arriver à qualifier. Dans les années 50-60 quoi. Cependant, à partir de la seconde moitié des années 70, en raison des coûts montants de participer en F1, du nombre d'écuries augmentant lui aussi et de l'introduction des systèmes de préqualification et de qualification éliminatoire parce qu'on pouvait pas avoir des grilles à 36 voitures même à l'époque, il est devenu rarissime qu'une écurie ait plus de 2 voitures en piste. À la place, la 3ème voiture est devenue le mulet, la voiture de rechange dont les 2 titulaires disposent en cas de pépin. Et puis maintenant on n'a plus de mulet en F1, comme ça c'est fait. Visiblement Jean Graton aimait vraiment bien le système de 3ème pilote,
parce qu'il pouvait l'ajouter à tout moment dans la saison, et il lui arrivait même de le faire quand il devait ajouter un peu de piquant, ou voulait caser un copain dans telle ou telle écurie. Et dans le Vaillant-Verse, on continue donc de voir des écuries aligner 3 voitures jusqu'à au moins 1983. Ça aussi, on aura l'occasion de le voir plus tard. Bon, revenons au scénario. Ferrari parie donc sur une 3ème voiture pour freiner Michel, surtout que Vaillant ont eu l'occasion d'avoir déjà 3 pilotes dans la saison avec Indywood. Heureusement pour Mauro Forghieri et le gang, il n'y a que le numéro 2 de Vaillant qui aide vraiment Michel dans sa quête pour le titre, puisqu'Indy se qualifie souvent trop mal pour pouvoir vraiment venir aider devant. Donc tout le garage Vaillant, juste JP pendant ce temps-là, avec une image que je peux qualifier de toi et le gang quand cette merde sort vraiment du cul. Pire encore pour Michel, on est en Italie, donc les tifosi sont tous là pour encourager leurs héros locaux à chacun de leurs passages dans les tribunes du circuit de Monza. Pendant la course, Steve joue des coudes pour s'intercaler à son tour dans la bataille entre Michel et Gilles, utilisant toutes sortes de techniques et stratégies pour forcer Michel à se battre contre lui et non contre le Canadien, qui lui prend le large. Michel passe dans la pelouse, tout à gauche, doit changer de pneu pour remonter, mais ses efforts sont en vain. Il a beau réussir à recoller à la Ferrari de Villeneuve, il ne parvient pas à la dépasser entièrement et finit second. À l'issue du GP d'Italie, il n'a plus que 2 points d'avance sur son dauphin. La tâche de gagner ce titre est donc c'est mal embarqué, mais elle reste possible. Sauf qu'il y a un petit souci à nouveau. La dernière course de la saison se passe au Canada, il me semble sur le circuit Notre-Dame, aujourd'hui connu sous le nom de circuit Gilles Villeneuve. Comme le dit nom l'indique, l'adversaire de Michel est à nouveau à domicile, devant son petit public adoré. Jean Graton a fait une petite entorse à la réalité à vrai dire, puisqu'en vrai, la saison 80 se termine avec le Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, la dernière édition qui aura lieu puisque la saison 81 déplacera cette course sur un littéral parking. Non, c'est pas une blague, hein, c'était vraiment sur un parking de casino. Assez ironiquement, et en vrai, c'est le GP du Canada qui a déterminé l'issue de la saison 80 entre Alan Jones et Nelson Piquet, respectivement pilote Williams et Brabham. C'est Jones qui en sortira vainqueur et champion du monde, mais pas sans une anecdote assez folklorique. En effet, Jones n'est que le second à terminer la course, finissant 47 secondes, oui, 47 secondes, derrière Didier Pironi. Didier Pironi qui avait une pénalité de 60 secondes à appliquer après l'arrivée pour départ anticipé. Donc le gagnant de la course a fini 3ème finalement. Logique. Espérons que ça n'arrive pas à Michel, parce que j'en connais un qui a eu l'occasion de râler sur son embrayage collé sur la grille de départ et sur la sévérité de la pénalité. À quoi ressemble donc Montréal pour Michel ? Un duel singulier avec Villeneuve, à peine perturbé par Steve et loin devant le reste du plateau, y compris les coéquipiers de Michel, tandis que Jody Scheckter est parti bouffer ses crottes de nez, j'imagine. Villeneuve a un train d'enfer qui lui coûte une crevaison, au point où Michel dit quand même « So long, Gilles !» en se moquant un peu. Le karma le rattrape cependant bien vite, puisque de la fumée bleue sort de la Vaillante, signe d'une fuite d'huile sur la voiture. Il ne pourra pas garantir sa victoire, et donc le titre, puisqu'il doit absolument ralentir le rythme. Bref, tout se joue avec Steve, qui a alors un dilemme. Selon ce qu'il décide de faire, il déterminera qui de son ami ou de son coéquipier l'emportera. S'il remporte la course, il donne le titre à Michel, son camarade, son boyfriend, mais aussi à Vaillante, une écurie qu'il a abandonnée. S'il se bat avec Michel et laisse filer Gilles, il donnera les titres certes à des inconnus pour lui, mais des inconnus qui l'ont accueilli à bras ouverts et qui lui ont redonné une chance en F1. Steve se décide. Un peu à contre-cœur, toujours déchiré par sa loyauté personnelle à Michel et son devoir de pilote, il laisse son coéquipier passer devant lui. À l'issue de ce Grand Prix du Canada, devant les yeux du monde entier, un nouveau champion du monde est couronné. Un jeune petit Canadien du nom de Gilles Villeneuve, acclamé par son public à domicile. Tout est cependant bien qui finit bien pour tout le monde, puisque personne à Vaillant n'en veut à Steve, qui a fait ce que tout 3ème pilote aurait fait pour son leader d'écurie. Steve et Michel se rabibochent un petit peu, Ferrari est trop content, ça fait plaisir à voir, bref, tout va bien. Pendant que Michel se demande où sera Steve l'an prochain, peut-être a-t-il oublié de regarder à ses côtés. Parce que oui, il devra changer de coéquipier l'an prochain, JP en est sûr. Comment ça vous reconnaissez pas le coéquipier de Michel qui peut définitivement pas être Steve Warson avec une perruque ? Eh ben pourtant c'est très simple ! Comme je l'ai dit plus tôt, au cours de la BD, quelques amis de Jean Graton ont eu l'occasion de rouler pour Vaillante. Le camarade Seven m'avait vendu Jackie X comme en faisant partie, mais il est loin d'être le seul. Souvent, ce copain se retrouvait 3ème pilote après Michel et Steve, ce qui a notamment été le cas du Belge Pierre Dieudonné et du Français Paul Belmondo, deux pilotes qui ont eu des carrières assez mineures dans les hautes catégories, et d'ailleurs Dieudonné n'a jamais concouru en F1.
Ce qui a été nettement plus rare, c'est que Michel est pour second coéquipier quelqu'un d'autre que Steve. Or, comme le Lascar a disparu de la circulation après KO pour Steve Warson, il a bien fallu le remplacer par quelqu'un d'autre. Je le disais tout à l'heure, c'est là tout l'enjeu du tome 35, nommé le Galérien, où JP s'arrache les cheveux à trouver un gars digne de ce nom à flanquer comme numéro 2 de son frangin. Dans cet album-là, Valiant avait fini par recruter Indy Wood, qu'on nous présente comme un jeune pilote américain en formule Indy. D'ailleurs, Indy, c'est un surnom qui lui vient du fait que son rêve à lui, c'est d'un jour participer au, voire gagner les 500 miles d'Indianapolis, une des 3 courses les plus prestigieuses du monde automobile avec les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco de Formule 1, la triple couronne de Graham Hill, tout ça. On découvrira plus tard dans la BD qu'il s'agit du petit frère de Julie Wood, motocycliste de renommée internationale et héroïne de sa propre BD. Le souci, c'est qu'Indy n'est pas le second pilote le plus excitant à flanquer dans la seconde Valiant, surtout quand on est habitué à Steve et ses déboires d'américains un peu clichés qui aiment draguer, conduire vite et se taper Michel entre 2 albums, ça j'en suis persuadé. Quoi qu'en soit la raison dans notre réalité et dans celle de Michel, quand l'album 37, l'inconnu des 1000 pistes s'ouvre, Indy n'est plus dans l'autre Valiant aux côtés de Michel. Non, à la place, et sans aucune explication, on a Didier Pironi. Oui, je sais, c'est un gag de l'émission que je parle de Pironi sans prévenir, surtout que je l'ai déjà fait dans cette vidéo, mais promis, cette fois j'ai des vraies choses à dire. Dans le contexte de la BD, Didier ne sort pas totalement de nulle part. Il n'a pas été formellement introduit, comme approximativement 95% des potes de Jean Graton qui apparaissent dans Michel Vaillant, mais il était bien nommé dans 2 albums auparavant. La première de ses apparitions est dans le numéro 34, où c'est un des pilotes que la narration nomme durant les courses disputées par Michel et compagnie, et c'est d'ailleurs celui qui a le plus d'importance parmi tous ceux qui n'en ont pas. La seconde apparition est dans le numéro 36, un pilote a disparu qui n'a toujours aucun rien à voir avec le scénario principal de la BD à ce moment-là, mais oui, je suppose qu'il jouait un rôle important dans celle-là. C'est d'un point de vue extra-diégétique, si mon prof de l'IT de Kane savait à quoi me servent ces cours, que c'est le plus intéressant pour nous. En effet, contrairement à Indy Wood ou Pierre Dieudonné ou je sais pas qui d'autre, Pironi avait déjà une écurie en 1980, année durant laquelle se passent clairement les albums où il figure à Valiant. Il était alors à Ligier, écurie elle aussi française, elle aussi en bleu et blanc, mais avec un gros sponsor de cigarettes sur le capot et surtout avec Guy Ligier à sa tête. Écurie qu'il a rejoint après 2 ans de galères techniques et autres apprentissages à Tyrrell, et qu'il quittera dès la fin de la saison. Ouais, le passage il n'a pas été très long. C'est pour cette raison que je pense que dans l'album 38, il n'y a que Jacques Lafitte à Ligier. On ne voit jamais d'autres voitures estampillées Gitane en course, et vu que son coéquipier est actuellement numéro 2 chez Vaillant, il semblerait que Guy n'avait pas trouvé de remplaçant. Je sais pour sa gueule un peu, mais c'est une autre histoire. D'ailleurs, comme Steve Warson contre Michel Vaillant a été publié en 1981, Graton a glissé une petite allusion au marché des transferts de la fin 80, en incluant un Jean-Pierre qui, se disant que Zabristi, ce Didier, il a fait une course sacrément intelligente, il ne restera pas numéro 2 bien longtemps. Je me demande à quoi il peut faire allusion, tiens. Tiens, et si on en parlait de la saison 81 ? Transition subtile, wouh! Le conflit qui a opposé la Fédération internationale du sport automobile à l'Association des constructeurs de Formule 1 est un des sujets les plus pénibles à résumer de l'histoire de la Formule 1. C'est un enchaînement de dissensions entre organismes de régulation et certaines écuries. D'ordinaire, ça fait partie des choses que je n'aborderai même pas dans l'émission, mais pas de bol pour moi, c'est de ce conflit que découle un bon paquet d'anecdotes très intéressantes de la F1, comme l'épisode de la grève des pilotes de début 82, ou encore le sujet de cette section, l'idée que la FISA et la FOCA auraient pu avoir leur propre championnat séparé. L'idée a en effet existé essentiellement au début de la saison 81. La FOCA avait en effet envie de mettre en œuvre son propre championnat, où il pourrait avoir des jupes sur les voitures et genre des tables de blackjack et des pout-pout. Dans les faits, seul un Grand Prix a eu lieu sous ces conditions, le GP d'Afrique du Sud 1981, qui n'a ainsi jamais compté pour le championnat à proprement parler, et qui a vu les écuries affiliées avec la FISA, dite légaliste, comme Ferrari ou Renault, boycotter le déplacement. Finalement, comme tout le monde s'est dit que c'était quand même vachement un flop, aucune initiative de ce genre ne vit le jour par la suite, et la FOCA a juste contribué au championnat 81 de base. Anecdote statistique un peu drôle, comme tous les pilotes français de l'époque étaient dans des écuries légalistes, et le seul qui ne l'était pas était alors blessé, ce Grand Prix a posteriori officieux est le premier de l'histoire à n'avoir eu aucun pilote français. C'est impressionnant quand vous savez qu'ils étaient 6 en 1981. Jean Graton, lui, a quand même voulu voir jusqu'où on pouvait prendre ce concept.
et c'est ainsi qu'en 1982, il publie le 40e album de Michel Vaillant, intitulé Rififi en F1, qui raconte l'histoire d'une saison 1981 totalement différente, et donc pas spécialement réaliste, on va dire. Ça ne va décidément plus du tout entre FISA et FOCA, entre Jean-Marie Balestre et Bernie Ecclestone, entre les écuries. Cette dissension qui ne cesse de grandir conduit à ce que chaque organisme ait son propre championnat de Formule 1, avec d'un côté les écuries légalistes, et de l'autre côté les écuries associées FOCA, en majorité britanniques, et qui adorent les jupes. Puisque la grille est divisée en deux, les Grands Prix voient rarement 20 concurrents en piste, et en particulier dans le tournoi FISA, les écuries sont autorisées à aligner 3 voitures chacune. Quel hasard! Vaillant F1 décide de ne pas rentrer en compétition. Selon Henry, c'est pas parce qu'ils ont des soucis avec prendre possession dans le conflit, mais il faut admettre en privé que ça les arrange bien quand même. Michel, lui, concourra bien comme pilote, mais à la surprise générale, ce ne sera pas dans l'écurie familiale. Non, cette saison, Michel sera pilote Renault, et s'alignera sur les courses aux côtés de René Arnoux et Alain Prost. Forcément, ça jase de partout, tous les journalistes ruent sur les lignes de Vaillant comme de Renault Sport, notamment Bernard Combray qui fait son retour, et il n'y a pas de réponse. Cette fois, Jean a donc trouvé l'excuse parfaite pour avoir 3 voitures en course pour la même écurie, et c'est qu'en raison de la division par 2 du championnat, les grilles se retrouvent forcément bien clairsemées. Il le montre notamment dans le championnat FISA, dans lequel participe Renault, où il est juste courant d'aligner 3 bagnoles parce qu'ils sont genre 6. Et oui, le côté légaliste n'a jamais regroupé que quelques écuries en les entités de Renault, Ferrari, Alfa Romeo, Toleman, Osella, et Talbot Ligier, qui de toute façon dès 82 s'alignera FOCA. Oups. Ah, et si jamais vous vous demandez où sont passés les coéquipiers de 1980 de Michel, Indy est reparti dans les couloirs du temps et Didier est à Ferrari maintenant. C'est pas irréaliste si c'est là où il a vraiment été en 1981 et que ça a fait un petit tollé à l'époque. Pendant ce temps, Steve concourt dans le championnat FOCA qui regroupe toutes les autres écuries. Plus spécifiquement, Steve roule pour Lotus, qui n'a alors pas encore totalement perdu ses lettres de noblesse, et il se retrouve donc coéquipier avec la plus belle moustache de la Formule 1, le John Nigel Mansell. Le Michel à Renault doit répondre à beaucoup de gens curieux, que ça soit au sujet de ses nouveaux coéquipiers, de sa prétendue place de premier pilote ou de troisième, on sait pas trop, ou encore son opinion de Steve à Lotus. Si en public il se dit heureux pour son copain, il pense aussi silencieusement qu'il préfère ne pas être dans le même championnat que Steve. Gay. La toile de fond de l'album est vaguement en rapport aussi, puisqu'elle est à propos d'articles calomnieux écrits sur Michel par un magazine tout juste arrivé en publication nommé F1 Scoop, et le titre est plus qu'évocateur à la fois sur ses contenus et sur la qualité de ces derniers. Un peu comme lors de la précédente aventure de Michel, les voitures sont légèrement surestimées par rapport à ce qu'elles valaient vraiment en 1981. Faut vous dire que le premier podium qu'on nous donne pour le tournoi FISA est composé de Jacques Lafitte, Alain Prost et Didier Pironi. L'un d'eux a littéralement tellement pas eu de podium en 81 qu'on a dû attendre 2025 pour que Lewis Hamilton brise le record de nombre de départs pour Ferrari avant un premier podium. Si jamais vous vous demandez, le record datait de début 1982 et était de 18 départs. Ouf. Pendant que Michel arrive à ne pas dépasser son ex-coéquipier en Europe, Steve vit sa meilleure vie dans le championnat FOCA, ayant haut la main gagné le Grand Prix d'Afrique du Sud devant les Williams d'Alan Jones et de Carlos Reutemann. Si vous observez bien la Williams de Jones sur certaines cases, vous verrez qu'elle porte le numéro 1 du champion du monde en titre. Ce qui est un peu étrange vu que la BD s'inscrit clairement dans la continuité de Steve Watson contre Michel Vaillant, quand Michel mentionne qu'il a bien vu l'effet de Steve chez Ferrari la saison dernière. Donc je ne sais pas si c'est Alan Jones ou Gilles Villeneuve, le champion du monde en titre, surtout que mon Canadien de Gnome a lui la voiture numéro 27 qu'il avait de base en 81. Mystère et boule de Gnome. Ah, et Steve gagne à Long Beach face à Audi Alan Jones, avant que j'oublie. Retour au tournoi FISA. À Zolder, au GP de Belgique, pas d'épisode sanglant à base d'incompétence des autorités locales. À la place, on a René Arnoux et Gilles Villeneuve qui se rentrent dedans parce que René est parti en tête à queue après sa bataille avec le Jaco. Finalement, c'est un doublé Renault avec Alain puis Michel, tandis que la deuxième Ferrari, encore en piste, et Mario Andretti sur son Alfa Romeo tout aussi pété qu'en vrai, finissent gentiment derrière. Tandis que les gens se demandent comment ça se fait que Michel pouvait visiblement rien faire contre son coéquipier, et s'il n'y a pas anguille sous roche,
Je me demande surtout pourquoi on n'a toujours pas vu la seconde Ligier qui devrait être pilotée par Jean-Pierre Jabouille, qui était lui arrivé en remplacement de Didier Pironi et qui a finalement été remplacé en cours de saison par Patrick Tambay parce qu'il n'arrivait pas à retrouver son niveau d'avant son affreux crash au Grand Prix du Canada 1980. Ah, décidément qu'elle fait rouge cette merde. Bon bref, The plot thickens. Les deux championnats continuent chacun de leur côté, mais on ne peut pas dire que ça soit exactement pareil partout. Côté FISA, celui ouvertement défendu par Jean Graton dès la première case ou presque de l'album, c'est plutôt bonne ambiance avec de la belle bataille, tandis que côté FOCA, si les pilotes ne manquent pas de mérite, la grogne monte petit à petit. Néanmoins, sur fond de drama chez Vaillant à cause du magazine calomnieux de tout à l'heure, le public se lasse de devoir suivre deux championnats parallèles, le faible nombre de voitures en piste leur déplaît, et je me demande toujours autant qui est dans la seconde Ligier pendant ce temps-là. Après, ils en ont peut-être trop d'inscrites, comme c'était le cas au Grand Prix du Brésil 81, selon StatF1, auquel cas la réponse est les deux. Ça va plus vite comme ça. Ah, et Jean Graton a décidé de nous mettre en garde contre les jupes à effet de sol, c'est ce que je mentionne depuis tout à l'heure, et qui était l'élément controversé de l'époque à cause de la vitesse surhumaine qu'elles apportaient aux monoplaces. Pas une, mais deux fois. Une fois quand Michel en parle à son épouse Françoise en voiture avant que le drama avec son entreprise familiale reprenne l'avant au scénario, et une autre fois quand le troisième pilote Brabham manque de mourir en course comme Patrick Depailler est mort aux essais libres à Hockenheim le 1er août 1980. C'était pas une supposition, c'est littéralement indiqué par la narration. Ce décès, alors très frais dans les mémoires, a choqué le monde de la Formule 1 par la violence de l'accident ainsi que l'absence de procédure de secours sur place. Entre autres, on n'a jamais pu entièrement déterminer ce qui avait causé l'Alfa Romeo à aller s'écraser dans le fossé autour du circuit et qui emportait son pilote avec elle, tellement la carcasse de la monoplace était dans un mauvais état. Heureusement, le meilleur personnage de la BD arrive pour régler ce problème à lui tout seul, tel l'Avatar. Il ne s'agit que nul autre que de Jackie X, qui, s'il ne pilote plus en Formule 1, est investi dans tout ce schmilblick et décide de prendre l'affaire en main. Il organise donc un super Grand Prix de Belgique, qui réunirait les 12 premiers des deux championnats, à condition que quelques compromis soient faits, surtout du côté FOCA, puisque les jupes c'était vraiment le sujet sensible de l'époque. Comme c'est Jackie X qui l'organise et que dans le Vaillant Vert c'est une divinité immortelle, tout le monde est d'accord, les constructeurs FOCA de toute façon trouvent que les jupes bah c'est nul, bref c'est la joie, tout le monde retrouve ses copains qu'il a pas vus depuis la fin de la saison dernière, c'est super. Un truc intéressant au sujet de ce super Grand Prix, c'est qu'il est organisé à Spa-Francorchamps, le circuit traditionnel du Grand Prix de Belgique. Or, de 1973 à 1984, ce Grand Prix avait lieu à Zolder, en Belgique flamande. A vrai dire, Spa était bien plus populaire, et dès 83, c'était une alternance qui avait été mise en place entre la Wallonie et la Flandre. La raison étant essentiellement de politique nationale entre les deux parties du pays. Finalement, Spa l'a emporté parce que personne n'aimait Zolder en Formule 1, mais c'est un sujet pour une autre vidéo. En tout cas, Jean Graton partageait l'avis de ses amis pilotes, et donc Jackie fait son GP de ouf gueudin à Spa. La course se dispute essentiellement entre Michel et Steve, le classico de la BD bien évidemment, mais ils sont un petit peu gênés par Didier qui a décidé d'embêter le monde avec sa Ferrari normalement pas compétitive de 81, mais putain il est indécrottable. Jusqu'au bout, les deux rivaux, anciens amis, s'affrontent férocement, refusant à tout prix de laisser l'autre l'emporter. Une opposition si féroce et pourtant si égale qu'ils franchissent la ligne d'arrivée en même temps. Même la photo finish n'arrive pas à les départager, c'est tellement drama. Aussi invraisemblable que ça le soit, c'est parce que ça l'est, ce super Grand Prix de Belgique a deux gagnants, un peu comme ces sauteurs en hauteur qui avaient décidé de partager leur médaille d'or au JO de Tokyo en 2021. Avec un peu moins de volontariat derrière la décision, cela dit, mais c'est ça le fatum du destin en latin, comme aurait dit mon prof de latin Hippocane grippé. Ému par tant de solidarité et d'amitié, Balestre et Ecclestone se rabibochent immédiatement et se disent que le championnat 82 devra se disputer avec tout le monde. Michel et Steve se retrouvent comme deux amants séparés par le destin toute une épopée durant, et tout le monde est trop content parce que l'avenir est radieux pour la Formule 1 maintenant qu'on a décidé que ces foutues jupes étaient illégales. Sauf que révélation de fin pour tous nous embrouiller, depuis le début tout ça c'était faux. Les troubles entre FISA et FOCA existent toujours, Steve est toujours plus copain avec Michel parce que il y a eu l'album 39 entre deux mais on n'a pas le temps d'en parler, et finalement le conflit sera résolu hors champ j'imagine. On n'aura pas d'Imola 82 à l'écran au moins. Pas de boycott en Italie, pas de grève en Afrique du Sud, rien de ça. Pourtant la saison 82 est un petit peu passée par là, dans la logique interne de la BD en tout cas. Mais pour ça, il nous faut sauter l'album suivant et directement aller au numéro 42 pour parler d'un scénario qui peut être peut-être encore plus rocambolesque.
300 à l'heure dans Paris est un des albums les plus banals de Michel Vaillant en surface. Oh wow, regardez-moi ça, Michel participe à un Grand Prix dans son écurie habituelle, avec son coéquipier habituel, et genre à la fin il gagne. Ah, et Jean Graton vient glisser quelques copains à lui, style Alain Prost. Fantastique, du jamais vu, révolutionnaire même. Et dans les faits, ouais, on s'ennuie un peu. Le scénario principal, c'est quand même que Michel doit convaincre Françoise, sa femme, que non, contrairement à ce qu'une photo anonyme voudrait le faire croire, il ne la trompe pas avec, genre, sa secrétaire. Sauf que Françoise s'en doute déjà et veut donc dire à Michel de foncer parce qu'elle sait qu'il est un mari fidèle. Je vous avais dit que c'était pas giga fascinant. Ce qui est bien plus fascinant, c'est le contexte autour. En effet, Michel et compagnie participent au Grand Prix de Paris. S'il n'y a jamais eu de tel tracé urbain au calendrier en Formule 1, l'idée a sérieusement été considérée dans les années 80, et c'est dans ses plans que Jean Graton s'est inspiré pour écrire cet album. Il rentre d'ailleurs, comme à son habitude, dans les détails du tracé, des virages et des lignes droites, des barrières et même des forces en présence pour en assurer le bon déroulement. Il prend quelques libertés parce que passer par les Champs-Élysées aurait été impossible en vrai, mais bon, comme c'est super classe, on lui pardonne. L'album est censé se passer en 1983, je crois. En fait, c'est difficile de répondre à cette question à coup sûr, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout repose sur les pilotes Renault, qui sont Alain Prost et Edith Chever. Or, Chever a rejoint Renault en 1983. Avant lui, c'était René Arnoux. Arnoux qui est mentionné, mais n'apparaît pas dans l'album, que ce soit à Renault ou dans son écurie à ce moment-là, Ferrari. Ce n'est toutefois pas le cas de son coéquipier Patrick Tambay, qui apparaît bien dans la Ferrari numéro 28. Numéro de voiture que Tambay n'a jamais eu. Son fils Adrien nous a tanné les oreilles avec ça l'autre fois au Grand Prix de Chine, celui de 2025 je précise. Donc laissez-moi vous faire la piqûre de rappel. Patrick Tambay a bien conduit une Ferrari, mais la numéro 27. C'est un fait assez connu parce qu'il a hérité cette voiture de son ami Gilles Villeneuve, et ça, Jean Graton ne pouvait que le savoir vu qu'il était 1 ami avec Patrick Tambay, 2 aussi ami avec Gilles Villeneuve en fait, et 3 présent dans les paddocks à cette époque. Et si seulement ce n'était que ça, parce que la vraie bombe nucléaire du chrony de cet album, presque plus encore que le fait qu'on se fasse de la F1 à Paris, c'est la Ferrari numéro 29. Si vous pensiez déjà que l'erreur de chiffre de la Ferrari de Tambay était bizarre, alors cette seule et unique voiture ouvre une boîte de Pandore de questions. Il faut que je vous parle un peu de numérotation de F1 pour vous expliquer comment ça se fait. Avant 2014, les numéros étaient attribués aux voitures et non aux pilotes, à la seule exception du champion en titre, dont la voiture héritait forcément du numéro 1, et celle de son coéquipier du numéro 2 par conséquent. À quelques exceptions près, c'est comme ça que ça se passe. Et si je vous précise ça, c'est parce qu'à part le cas très isolé de 1971, où comme le champion en titre Jochen Rindt était décédé l'année d'avant, le numéro 1 n'a jamais été réattribué, et la numérotation a donc commencé au numéro 2. C'est quasiment impossible de trouver une écurie qui avait comme premier numéro un chiffre pair. Pour des raisons de ne pas partir en vrille, j'ai décidé de gentiment ignorer Damon Hill et son numéro 0. À vrai dire, s'il y a une écurie dont on connaît bien les numéros de voiture, c'est Ferrari. Pour une raison que j'avoue ne pas connaître, ils ont récupéré les numéros 27 et 28 en 1981. En tout cas, ce que Ferrari n'a jamais eu, c'est une voiture numéro 29. Oui, j'ai checké. Et l'absence totale de la numéro 27 d'Arnoux ou Villeneuve, à ce stade j'en allez-y, de ce que j'en sais dans mon album de Michel Vaillant, est d'autant plus curieux que ce numéro 29 sous-entend qu'il s'agit d'une troisième Ferrari en lice. Encore une. Bref, on a déjà une drôle d'histoire dans nos mains avec cette Ferrari numéro 29, mais c'est sans mentionner qui est dedans. Parce que si on ne connaît pas le pilote de la supposée Ferrari numéro 27, on a quand même l'identité du coéquipier de Patrick, et c'est... Didier Pironi. Parce qu'apparemment, ce n'est pas déjà assez le bordel à expliquer. Vous allez me dire, mais Fly, tu as déjà parlé de Didier Pironi dans cette vidéo. Oui, je sais, l'effet comique passe quand je le fais 2 fois, et on est déjà la 3e en 30 minutes. Mais écoutez un peu. Vous savez qui était en F1 en 1980 ? Didier Pironi. Vous savez qu'il n'était définitivement pas en F1 en 1983 ? Didier Pironi. Donc on a une voiture qui ne devrait pas être là, conduite par un pilote qui ne devrait pas être ici non plus. Super ! Bon, pour la brève piqûre de rappel, à Hockenheim, au Grand Prix d'Allemagne 1982, suite à un quiproquo entre Alain Prost, Derek Daly et lui, Pironi a fait un vol plané le samedi des qualifications et s'est retrouvé les 2 jambes cassées. La droite décrite comme broyée du genou au pied par les médecins qui l'ont pris en charge, et il n'est jamais revenu à la course automobile après ça. Il est remplacé par SO83, donc par nul autre que René Arnoux. René Arnoux, qui lui est toujours autant pas dans l'album, donc j'ai toujours autant reculé d'où il est censé être, hein.
Aussi, le numéro 29 implique que Ferrari se balade avec 3 voitures en 83, ou alors que dans le Vaillant-Verse, ils ont pu renoncer au numéro 27 pour une raison ou une autre. Difficile à dire puisque Gilles Villeneuve n'est lui jamais mentionné dans cet album, donc impossible de savoir si son équivalent dans le Vaillant-Verse est lui bien vivant. Enfin, vu comment Graton était avec ses amis décédés, je doute fortement qu'il ait décidé d'ignorer ça. Pour des raisons de ne pas passer pour un fou, je vous épargne mes pavés sur les implications émotionnelles de l'inclusion de la Ferrari numéro 29. Bah. Finalement, le podium est banal. Vous prenez le podium du Grand Prix de France 82, vous enlevez René Arnoux qui est toujours autant parti acheter du lait, et vous le remplacez par Michel. Pour l'anecdote, Alain Prost aurait dit à Jean Graton qu'il ne se serait jamais fait avoir par la technique que Michel tente sur son lui du Vaillant-Verse en fin de course. Je n'ai pas trouvé d'autre source qu'une page Wikipédia, mais j'ai envie de croire que c'est vrai parce que c'est très drôle. En tout cas, Jean aime bien donner à ses amis des destins meilleurs que ceux qu'ils ont eu en vrai. Bon, dans ce cas-ci, c'était par pur optimisme, je vous jure que c'était pas un retour si réaliste que ça à envisager en Big 83. Dans les faits, ça s'est pas passé comme ça, on va dire, mais j'imagine que vous en avez marre que je vous parle encore de ce satané blond aux yeux bleus là. Donc je vous invite, comme d'habitude à lire The Champion and Never Was pour qu'on puisse tous perdre la boule ensemble, wouh! Et des exemples comme celui-ci, il y en a eu avant Didier, et il y en a eu après. Il y a eu Jean, il y a eu Damon, et il y a même eu Michael fucking Schumacher, si. Mais ça sera pour une prochaine fois, parce qu'il y a 50 ans d'album de Michel Vaillant à regarder, et tant d'autres pour un épisode 2.